Salut à tous, la team Uppercut, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview. Si c'est la première fois que vous cliquez sur l'une de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour ne pas rater la prochaine. J'imagine que vous l'avez reconnu, la personne qui est à côté de moi sous ces nouvelles couleurs, Taylor Lapillus. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Évidemment, tu es sous tes nouvelles couleurs du PFL, félicitations pour ta signature. Merci beaucoup. Comment tu te sens ? Écoute, je me sens bien, je suis content d'avoir signé dans cette organisation. C'est une organisation que je connais forcément bien, que je suivais. Et franchement, non, je suis content. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'objectifs et je pense même que ça m'a un petit peu mis un petit coup de boost différent, parce que j'étais déjà forcément très motivé. Je suis en pleine activité, je suis en pleine bourre, tu vois. Mais je pense que je suis dans un vrai bon pic de forme dans ma carrière, dans mon prime, tu vois. Et je suis content parce que je vais pouvoir faire des gros combats et montrer tout ce que je sais faire. Alors pour revenir, il y a un mois, pour expliquer pour ceux qui regardent cette vidéo, il y a un mois, on a compris que tu n'étais plus dans le roster de l'UFC. C'est ça. Toi, comment tu l'as appris ? Moi, en fait, si tu veux, officiellement, j'étais plus dans le roster de l'UFC à partir du moment où j'ai fait mon 4e combat. Okay. C'est-à-dire que là, mon contrat s'est terminé. Et du coup, dès là, je me suis dit, ok, on va... En fait, j'ai senti qu'il y avait un espèce d'intérêt un peu en interne sur d'autres organisations, avec d'autres possibilités. Donc, je me suis dit, attends, là, c'est peut-être du coup le moment qu'en fait, tu regardes si l'herbe elle est plus verte ailleurs, tu vois. J'arrive à un âge où... malgré tout, même si je suis dans mon prime, mais je suis plus proche de la fin que du début, soyons honnêtes, tu vois. Donc mes dernières grosses années qui me restent, j'avais envie de les faire dans un truc qui me fait kiffer, et en même temps dans un challenge sportif qui me correspondait. Donc j'ai commencé un petit peu à plus ou moins regarder un petit peu à gauche, à droite, et en me disant finalement peut-être que l'UFC n'est pas une fin en soi, tu vois. Et du coup, voilà, ensuite après ça a été annoncé que j'étais plus dans le roster UFC. Là, tout s'est accéléré, forcément, parce que les gens ils ont tout de suite plus envie de parler quand ça y est, c'est officiel. Et à partir de là, j'ai eu des petites hésitations parce qu'il y a Mais justement, les propositions que tu as eues à ce moment-là, j'imagine que tu as eu une grosse réflexion. C'est ça. Qu'est-ce qui était sur ta table ? Comme organisation, exact. Écoute, j'ai eu Hexagone, c'est les premiers qui sont positionnés. Ok. KSW, PFL. Donc tu avais le choix quand même. Rising aussi. Ouais. Et voilà, j'ai pas eu Ares, mais j'ai discuté avec eux. Donc, j'ai pas eu, mais je pense que si on avait entamé une discussion là-dessus, ils auraient aussi fait partie des protagonistes qui étaient intéressés. En tout cas, ils étaient intéressés, c'est sûr. Après, ils ne sont pas forcément positionnés, mais on a eu une discussion, etc. Mais ouais, quasiment toutes les organisations majeures se sont intéressées à toi. Et justement, pendant ton moment de réflexion, il y a eu le mot virer qui ressortait beaucoup sur les réseaux sociaux. Toi, comment tu l'as pris ce mot-là sur les réseaux sociaux, virer, alors que c'était pas forcément la bonne raison? Écoute, en fait, si tu veux, comment je le prends, ça me touche sans me toucher, parce que en fait, si tu veux, moi je suis plus touché pour ma soeur qui va m'appeler, qui va me dire ouais, j'ai vu que truc, machin, tu vois, et que je sens qu'elle est un peu peinée parce qu'elle lit sur les réseaux. Et que je dois lui expliquer, non, t'inquiète, tout va bien et tout, tu vois. Plutôt que moi, alors que je sais ce qui se passe en interne. Tu connais les vraies raisons. Je sais ce qu'on fait, et je sais aussi que c'est pas le cas. Et je sais qu'en réalité, mon contrat, il est terminé depuis le 28 septembre, tu vois. Donc en fait, là, on se réveille maintenant parce qu'il y a un bouton qui est appuyé pour dire ok, ces personnes-là ne sont plus sous contrat avec l'UFC, ce qui est totalement vrai. Nous ne sommes plus sous contrat, tu vois. Donc du coup, à partir de là, moi, je l'ai pas mal pris en soi, puisque je sais que c'est faux. Après, c'est juste, je pense que le choix des mots de temps en temps est important. Et qu'il faut juste bien les utiliser. Après, il y a des médias spécialisés qui, eux, ont besoin qu'on clique sur leur truc, et du coup, c'est mieux d'écrire contrat qu'il est viré que contrat terminé. Tu vois. Je comprends. Mais c'est le jeu. Franchement, je ne leur en veux même pas, puisque avec le temps, tu sais comment ça fonctionne. Tu vois. Et quelle est la différence avec ta situation lors de ton premier cut en 2016 et là, cette situation au moment où on se parle, ce deuxième, je dirais pas cut puisque c'est fin de contrat.
C'est quoi la différence concrètement ? La différence, c'est que je suis plus du tout le même combattant que j'étais à l'époque. Pour le coup, là, à l'époque, je connaissais pas le business entre guillemets du MMA. Le MMA n'était pas autant développé. Je pense que j'étais pas autant développé moi-même, tu vois. Et donc, du coup, c'est un milieu très différent. Okay. Là, comme je te dis, hein, c'est au moment où mon contrat s'est terminé, tout de suite. Et j'ai intéressé quasiment tous les acteurs du milieu. Donc du coup, ça n'a rien à voir. Tu vois, avec un truc où à l'époque, il faut tout recommencer à zéro. Et avec aujourd'hui, où tu te dis, mais attends, en vrai, oui, je peux re-signer à l'UFC, mais si l'offre n'est pas séduisante, il y en a d'autres qui se positionnent et qui sont dans des offres plus intéressantes, quoi, tu vois. Donc voilà. Et est-ce que tu as pensé à un moment à la retraite ou pas ? Non. Impossible. Non, ça j'ai toujours été assez clair là-dessus, c'est-à-dire que je pense que j'ai fait des choix et des choses qui m'ont plus ou moins aidé entre guillemets à mon après-retraite, c'est-à-dire que je pense que quand tu es un combattant, tu as deux retraites, tu as la première qui arrive à mon avis quand tu commences à te rapprocher des 40 ans, tu vois, où là clairement tu vas plus combattre, certains le font après, mais globalement on se rend compte que la globalité arrête un petit peu avant, et puis après tu as la vraie retraite de monsieur, madame, tout le monde qui arrive vers 60 ans, quoi, tu vois. Donc il faut penser aux deux. Il faut penser à qu'est-ce que tu vas faire dans la deuxième partie de ta vie après athlète, et puis après qu'est-ce que tu fais dans la troisième, où là, tu vois, t'es chez toi. Donc j'ai essayé de préparer ça au mieux. Je continue d'ailleurs même à préparer ça et anticiper, parce que je pense que l'après-carrière se fait pendant ta carrière. Pour autant, tant que je me sens sportivement compétitif, c'est-à-dire tant que je sens que je peux rivaliser avec les meilleurs et que j'ai toujours cette envie de MMA, parce qu'avant toute chose, avant d'être combattant ou analyste ou truc, je reste un fan de MMA, tu vois. Donc tant que j'ai ça, cette flamme-là qui est en moi, et que sportivement je réponds présent, je continue, tu vois. L'UFC, tu as fait 2 beaux passages, 6 victoires, 2 défaites au total. Tu retiens quoi de l'UFC ? Une bonne expérience, c'est une grosse machine, c'est une organisation qui a pignon sur rue. On confond encore à l'heure d'aujourd'hui le sport avec le nom de l'organisation, donc c'est dire quand les deux sont proches. Donc du coup c'est une grosse machine qui fonctionne bien. Voilà, j'en retiens du positif, parce que malgré tout je pense que c'est la ligue numéro 1 aujourd'hui, tu vois, donc j'en garde beaucoup de positifs. J'ai pas d'amertume réellement envers l'UFC, c'est juste que voilà, nos chemins se sont séparés. Peut-être qu'on se retrouvera un jour ou pas, j'en sais rien, tu vois, mais voilà, pas de... Tu fermes pas la porte, tout peut arriver. Tout peut arriver. Il y a Patricio Pitbull qui a passé toute une carrière au Bellator. C'est un combattant brésilien. Il vient de signer à l'UFC à 37 ou 38 ans, tu vois. Donc si on se posait la question il y a encore 2 mois, on se dirait que peut-être que du coup c'est terminé, tu vois. Alors que là, lui il signe à 37 ou 38 ans. Donc ça montre que tant que tu es compétitif, tout est possible, tu vois. On a parlé du passé, de l'UFC, maintenant on va parler du présent avec tes nouvelles couleurs, le PFL. Le 24 mai, tu affrontes Ali Taleb, un gros prospect du PFL MENA, qui est champion de la branche du Moyen-Orient. On met directement un gros morceau sur la table. Ouais, on met un gros fighter, c'est-à-dire que Ali Taleb, il a été champion de l'UAE. Il a battu un combattant qui fait parler de lui à l'UFC en ce moment, Vinicius Oliveira, il a mis KO. Ensuite, il fait le PFL Europe, dans lequel il est demi-finaliste, je crois. Mais il perd contre le gagnant, donc ça situe un peu son niveau. Et puis après, il fait le PFL MENA et il le gagne, tu vois. Donc voilà, c'est un gros client. Dans ma catégorie au PFL, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de gros combattants, surtout depuis qu'ils ont fusionné avec le Bellator. Il y a tout un roster de 61 kilos assez costaud qui s'est mis en place. Donc voilà, ça va pas être la promenade de santé, très clairement. J'ai vu un petit peu sur les réseaux des gens dire truc, machin. Non, c'est pas
c'est pas l'organisation où tu arrives et tu te dis ok, payez-moi des millions envoyez-moi des chefs sacrificiels. C'est ce que les gens peuvent penser. Ouais, c'est ce que les gens pensent, mais vraiment, je tiens à retirer ça de leur tête. C'est des combats qui sont compétitifs. En tout cas, dans ma catégorie, moi, les autres, je sais pas, mais dans ma catégorie, très sincèrement, il y a beaucoup de top mondial qui sont au PFL. Donc voilà, c'est encore une fois des gros combats. Ça va être des gros challenges. Et puis sur la partie financière, j'imagine beaucoup en parle. Voilà, je suis décemment payé, très clairement, je vais pas mentir. Je pense que ça va, je m'en sors pas trop mal. Après, j'ai pas le salaire de Francis Ngannou, tu vois. Donc c'est juste, je tiens à rassurer les gens là-dessus qui ont l'impression que j'ai braqué la banque, alors que non, pas du tout. Je serais peut-être un peu plus payé, mais voilà. Est-ce que c'est vraiment, il y a une différence notable avec l'UFC ou sur quoi? Sur le salaire? Ouais, il y a une petite différence. Ok, mais elle n'est pas non plus extravagante. Bah ouais, c'est pas extravagant. Il y a une petite différence, okay. C'est pas extravagant, mais il y a quand même une petite différence. Ouais. Ok. Premier combat, du coup, on l'a dit, le 24 mai, ça sera à Paris. C'est ça. Est-ce que tu es fier de retrouver tous tes fans français qui vont venir te soutenir, qui te connaissent bien? Écoute, pour te dire la vérité, au moment où les discussions commencent, je sais pas encore quel est le prochain événement du PFL, tu vois. Et en fait, quand je me rends compte que c'est Paris, je me dis, attends. Et sur une belle carte en plus. Sur une belle carte, l'Accor Arena, une salle que je connais bien, dans laquelle j'ai déjà eu du succès. Je me dis bon là, très clairement, si j'attendais un signe ou un truc, ça y est quoi, tu vois, il est là. Donc moi je fais mes débuts chez moi, à Paris, contre un adversaire qui est bon, devant mon public et tout. Enfin, que demander de plus quoi, tu vois. Et quels sont tes objectifs? On imagine, évidemment, on te le souhaite, une victoire le 24 mai prochain. Tes objectifs vraiment concrètement au PFL, qu'est-ce que tu souhaites aller chercher dans cette organisation? Je compte aller chercher le titre forcément de cette organisation. Il y a le tournoi, je sais qu'il va démarrer là en avril, le tournoi global avec plusieurs combattants. D'ailleurs, Ali Taleb était dans ce tournoi. Donc l'idée c'est de battre mes prochains adversaires, le premier, le deuxième, voire le troisième, et puis après rapidement se positionner sur un titre. Tu vois, je ne sais pas encore où est-ce qu'ils en sont au niveau de ce championnat-là. Est-ce que le champion sera celui qui gagne le tournoi? Est-ce qu'on va, entre guillemets, positionner l'ancien champion Bellator sur un titre PFL? Enfin, tu vois, c'est tout un tas d'interrogations parce que finalement, c'est la première année où il y a un vrai roster bantam PFL, tu vois. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, moi, je vais juste faire en sorte d'être bien positionné pour qu'au moment où ça tombe, je fasse partie des discussions. Et toi, les combattre à l'étranger, pas forcément à Paris, ça t'intéresse évidemment aussi? Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Après, encore une fois, j'ai une certaine expérience aujourd'hui qui fait que c'est cool d'aller combattre à l'étranger, mais je sais que c'est aussi beaucoup de contraintes, tu vois. Malgré tout, quand tu combats en dehors de chez toi, c'est un voyage qui très souvent prend 12-13 heures. C'est 9 heures de décalage, allez, 6 heures au mieux, tu vois, quand tu vas aux US. Mais c'est ça en fait, c'est 6-9 heures de décalage. C'est un voyage que du coup tu dois faire 15 jours avant. C'est donc ta Fight Week, elle démarre 15 jours avant, tu dois déplacer une équipe, c'est des frais supplémentaires, c'est plein de choses. Plein de choses qui sont surtout la logistique, tout ce que je viens de te citer, et encore le décalage horaire, etc. Ça, c'est des choses qui influent sur la performance sportive. Ouais. Donc, c'est plein de choses qui finalement te compliquent la vie. Maintenant, c'est cool, tu es sur le marché américain et tu combats, etc. Mais c'est quand même beaucoup de contraintes, tu vois, pour l'avoir déjà vécu. Donc, moi, quand tu me mets à une demi-heure de chez moi pour combattre, bon. Ça va peser du coup dans la balance aussi. Un petit peu. En tout cas, là, de me dire, ok. En fait, si tu veux, le chemin était clair. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que, alors, les autres organisations aussi, c'était clair, tu vois. Mais là, clairement, le chemin, il était plus ou moins clair sur, ok, qu'est-ce qu'on va faire à court et moyen terme, tu vois. Donc, c'est vrai que ça a aussi joué quand même. Ok. Comment tu vois, toi, l'avenir du MMA en France? Tu signes au PFL, c'est une organisation qui se développe d'année en année. Par exemple, il n'y a pas Cédric Doumbé sur cette carte, mais il y a quand même énormément de fans français qui vont venir voir cet événement.
Comment toi tu vois le MMA se développer dans les années qui viennent avec notamment cette signature au PFL? Écoute, je pense que c'est un sport en France qui évolue de jour en jour, qui apprend un petit peu des autres. On se rend compte que c'est aussi un sport qui évolue, c'est-à-dire que avant on avait envie d'avoir des gars qui combattaient les meilleurs. Ouais. Aujourd'hui, on ressemble plus à un sport un peu d'influenceur, où on va regarder qu'est-ce que tu fais sur les réseaux, combien d'abonnés tu as sur les réseaux, etc. Après, voilà, je ne peux pas te prédire la prochaine phase d'évolution, tu vois. Donc c'est un sport qui est encore tout jeune et qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, je ne sais pas. En tout cas, je pense que malgré tout, ça va continuer de grossir. On ne deviendra pas le sport numéro 1 ou 2 français, mais je pense que plus ça va et plus le MMA bouge fait bouger les barrières, quoi. Tu parlais de réseaux sociaux, tu sens quand même assez détaché, tu as une certaine expérience avec ton âge, contrairement à la nouvelle génération qui arrive. Toi, comment tu abordes ces réseaux sociaux? On parlait aussi de Twitter, des réactions que tu as pu avoir. Toi, comment tu joues entre guillemets avec ça? Écoute, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que forcément, c'est un exercice avec lequel tu dois être à l'aise quand tu es combattant professionnel et de manière générale quand tu es sportif de haut niveau, parce que c'est quelque chose avec lequel on fonctionne beaucoup aujourd'hui. J'ai l'impression que ça prend une vraie place, nous, en tant que combattants de MMA, parce que un joueur de foot, je ne suis pas sûr qu'en tout cas à première vue, c'est ce qu'on regarde au moment où on va le faire signer dans une équipe. Tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, c'est quelque chose qui… C'est un facteur important. C'est un facteur qui va jouer. Tu vois le parallèle. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important, qui fait que les organisations regardent beaucoup. Après, est-ce que c'est parce que c'est beaucoup de ligues privées? Peut-être aussi c'est ce qui joue, tu vois, par rapport à un sport où c'est beaucoup des fédérations, etc. Là, on est sur des ligues qui sont toutes privées, donc peut-être que c'est ce qui change. Mais ça a une place majeure, je pense, aujourd'hui dans notre sport, tu vois. Donc après, comment je vois ça? C'est quelque chose avec lequel il faut fonctionner. Moi, je ne suis pas forcément le plus grand des communicants, pour être honnête. Je suis plus sur, encore une fois, la performance et ce qu'on va faire. Les jeunes, c'est un petit peu différent. Je les vois, on a beaucoup de combattants amateurs dans mon gym et certains combattants qui sont assez suivis sur les réseaux sociaux. Et tu en as certains qui pensent d'abord à ce que va générer la vidéo plutôt que le contenu de la vidéo. Tu vois? Alors qu'en fait, le but, c'est les réseaux sociaux, c'est censé montrer aux gens que t'es bon, tu vois ce que je veux dire? En gros, t'es bon et tu le fais juste savoir aux autres, tu vois, et pas on va plus être sur de la forme que du fond. Pas l'inverse, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc bien entendu et heureusement, c'est pas une généralité, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Tu nous accueilles aujourd'hui à l'US Métro, véritable pépinière du MMA avec beaucoup de talents, de jeunes talents. Toi, tu as 32 ans. Évidemment, tu nous as dit que tu étais ambitieux dans cette organisation du PFL. Plus tard, est-ce que tu aimerais avoir un rôle de coach? On me pose beaucoup la question. J'ai déjà coaché sur des trucs et tout, et vraiment j'ai plusieurs personnes de mon entourage et de mon équipe qui me disent non mais tu devrais faire ça, etc. Avec la vision entre guillemets que je peux avoir sur le MMA, les stratégies et tout. Mais très sincèrement, c'est pas un truc qui m'intéresse parce que je sais pas forcément faire les choses à moitié, mettre de la demi-mesure dans ce que je veux faire. Donc le jour où je vais être coach, je vais mettre mon énergie à 100% dans ce rôle de coach-là. Et le problème, c'est que de mon expérience, c'est quand même un rôle qui est très ingrat. C'est quand même un rôle qui est très ingrat, c'est un rôle qui est très compliqué. Moi, je sais pas fonctionner avec des gens sans mettre de l'humain. Et c'est un milieu où tu t'es déçu, tu es parfois un peu trahi, etc. Et je suis pas sûr que je sois prêt pour tout ça, quoi, tu vois. Donc pour autant m'investir sur des gens qui finalement peut-être s'en iront à un moment donné ou partiront ou truc. Donc peut-être que ça va évoluer avec le temps et que j'aurai envie de me recycler en coach. Mais pour le moment, non, je peux donner un coup de main sur un truc un peu comme ça me fait plaisir. Mais un rôle de coach à part entière, non. Taylor, toi, tu es un combattant français reconnu, tu es passé par l'UFC, tu es aussi consultant sur RMC Sport, tu as aussi été coach dans une émission de télé-réalité. C'est ça. Est-ce que tu es finalement pas un des visages, enfin dans les discussions de l'un des visages du MMA français, est-ce que toi tu t'en rends compte? Un des visages, je sais pas, c'est une grosse responsabilité et puis c'est un peu…
c'est un peu arrogant de dire ça, quoi, tu vois. Donc, je le sous-entendrais pas. Maintenant, j'essaye à ma petite personne d'essayer de représenter ce sport au mieux, qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de codes, et j'essaie juste de le représenter au mieux à chaque fois que j'en ai l'occasion, que ce soit par mes combats ou par ce que je vais faire, par exemple pour RMC, ou alors quand je participe à une émission comme MMA Academy, tu vois, c'était la première émission du genre. Et j'avais à cœur d'essayer de montrer aux gens ce qu'on vit, même si c'était des combattants amateurs, mais de montrer aux gens ce qu'on vit, de montrer un petit peu l'envers du décor, qu'est-ce qui se passe avec les athlètes et tout ce côté-là que finalement on ne connaît pas forcément. Le spectateur, il va voir ce qui se passe le jour du combat dans la cage, tout le reste, en vrai, il ne sait pas. Ouais. Donc là, c'était l'occasion de montrer quelque chose de différent. Donc voilà, j'essaye d'être sur plusieurs casquettes, entre guillemets, plusieurs créneaux, mais c'est pas forcément pour être vu sur plusieurs créneaux, c'est juste parce que c'est des créneaux qui me font kiffer, et c'est toujours ce que je me suis dit, j'ai envie de prendre du plaisir. C'est ce que je dis souvent aux membres de mon équipe. Vous savez, tout ce qu'on fait là, les combats, les préparations, les déplacements, à la fin, il restera juste les souvenirs qu'on a créés, tu vois. Je peux te dire qu'il y a certains combats que j'ai faits où quand je vais raconter l'histoire, je vais même pas dire est-ce que j'ai gagné ou perdu, ça sera plus le voyage, les galères qu'on a eues, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, plutôt que et à la fin j'ai gagné ou à la fin j'ai perdu. Donc je vois vraiment ça comme une aventure humaine, et c'est donc cool. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre du plaisir, c'est ce que je dis à mon équipe, et plus on prendra du plaisir de toute manière, avec l'acharnement qu'on a et l'envie de gagner et l'envie de la performance sportive, plus on y arrivera, tu vois. Beau message. Et dernière question avant de terminer cet entretien. Toi, tu as tout connu dans ta carrière, des hauts, des bas, des échecs. Qu'est-ce que tu dirais au Taylor d'il y a 15 ans, quand il a commencé le MMA, sa carrière? Qu'est-ce que tu lui dirais? Et je lui dirais ce que je dirais au Taylor d'aujourd'hui: continue, ça va payer à un moment donné. Tu vois, je pense que tu as besoin de deux qualités pour plus ou moins réussir dans la vie, même si parfois il y a un petit peu de facteur chance, mais je pense que tu as besoin de la croyance et du travail. C'est-à-dire que les deux sont assez complémentaires, c'est-à-dire que la croyance, c'est ton projet, c'est d'avoir un projet et d'y croire et de dire ok, je veux faire ça. Donc cette croyance-là, elle va t'aider quand les gens vont te dire non, ça va pas fonctionner, etc. Toi, cette croyance, elle va te dire non, moi je crois en mon truc, tu vois. Et ensuite, tu as le travail qui va venir parachever cette croyance, parce que tu vas travailler parce que tu y crois. Tu vois. Et donc quand ça va pas trop fonctionner, la rigueur de travail va t'aider, et quand le travail va lui fonctionner mais que ça va pas trop bien se passer, tu seras toujours dans non, je vais y arriver, tu vois. Et je pense que les deux sont assez complémentaires. Donc si je devais me donner un conseil il y a 15 ans, ça serait le même qu'aujourd'hui, et potentiellement le même que dans quelques années. Faut juste pas lâcher. Faut juste pas lâcher, tant qu'on y croit, il faut y aller, il faut travailler et se donner le moyen de ses ambitions, tu vois. Enfin, ça fait un peu discours tiré de trucs quand je le dis comme ça, mais la vérité c'est que aujourd'hui j'ai pas d'autres conseils à donner, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, tu vois. C'est un conseil qui s'applique dans le sport ou dans la vie de tous les jours, je pense, tu vois. Donc c'est ce que je me dirais clairement il y a 15 ans, où je me dirais lâche pas, continue de croire en ton truc. Certaines personnes n'y croient pas, et c'est vrai, il y a 15 ans il y en a certains qui y croyaient pas, tu vois. Donc mais moi je croyais à mon truc et j'ai juste travaillé pour pouvoir le confirmer. Donc voilà ce que je me dirais. Y croire et travailler, c'est les derniers mots de Taylor Lapillus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, et on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews.